L'étiologie du syndrome décrit par Tomisako Kawasaki en 1967, pédiatre japonais, reste une énigme, malgré une description qui remonte ainsi à 50 ans. Des arguments épidémiologiques, tels que la saisonnalité, suggèrent une étiologie infectieuse et une réponse auto-inflammatoire inappropriée. L'hypothèse en vogue actuellement est celle d'un déclenchement par un agent infectieux d'une vascularite multisystémique des vaisseaux de petit et moyen calibre chez des petits enfants présentant un terrain immunogénétique particulier, et notamment certains polymorphismes des gènes impliqués dans l'activation du lymphocyte. Cette vascularite touche le petit enfant entre 6 mois et 5 ans. De sa sémiologie riche et variée émerge l'atteinte coronarienne, comme chacun sait, et qui domine le pronostic. La maladie de Kawasaki est en effet la cause la plus fréquente de maladies cardiaques acquises chez l'enfant dans les pays industrialisés. Un enfant sur 4 environ développe des lésions coronariennes s'il n'est pas traité. Le risque résiduel avec l'administration des immunoglobulines demeure aux alentours de 4%. Les zones géographiques à prévalence élevée se situent autour de l'océan Pacifique. Los Angeles comporte une population importante numériquement d'origine asiatique et a la prévalence la plus importante du continent américain. On estime à 5000 les nouveaux cas de Kawasaki aux US chaque année, pour une incidence annuelle de 30 pour 100 000 enfants âgés de moins de 5 ans. Mais l'incidence est bien plus importante en Asie, et en particulier au Japon, 243 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans, où l'on estime qu'un enfant sur 150 fera une maladie de Kawasaki dans la petite enfance. Les taux élevés de 2,1% avec un risque relatif de 10 fois dans les fratries et le risque de concordance chez les jumeaux vrais de 13% plaident pour une prédisposition génétique, un agent pathogène de l'environnement. Le taux de récurrence est de 3% au Japon et la mortalité inférieure à 0,01%. Voici la description clinique classique de cette affection. Toute fièvre prolongée de plus de 5 jours et élevée qui ne fait pas sa preuve doit faire évoquer ce diagnostic, en particulier chez un nourrisson, et en l'absence de tests biologiques spécifiques. La fièvre dure souvent plus de 15 jours si l'enfant n'est pas traité. Elle s'accompagne d'un syndrome algique marqué chez un enfant géniard et très opposant. Cette irritabilité est un élément très important du diagnostic, même s'il ne fait pas partie des critères. Le diagnostic exige alors, sauf s'il existe une atteinte coronarienne, la présence de 4-5 des critères énoncés ici, après avoir éliminé les autres causes de fièvre éruptive telles que la scarlatine, la rougeole ou une autre virose, selon les critères AHA. Les critères 2008 de la Société japonaise de médecine vasculaire n'exigent pas la fièvre supérieure à 5 jours. Nous allons illustrer ces différents items dans les diapositives suivantes. L'hyperémie conjonctivale épargne le limbe sclérocornéen, ce qui est bien visible ici, et s'associe parfois à une uvéite antérieure objectivée à la lampe à fente. La teinte muqueuse est faite d'une rougeur de l'oropharynx, d'une langue framboisée comme on le voit dans la scarlatine, et d'une kéylite. Les lèvres sont fissurées, intumescentes et sèches. Les édèmes érythémateux des extrémités sont tendus, parfois douloureux, avec une desquamation péri-inguéale en fin d'évolution surtout. Le rash est très variable, tantôt morbilliforme, tantôt scarlatiniforme, urticárien, prenant parfois l'aspect d'un véritable érythème polymorphe avec des lésions élémentaires en cible. La desquamation commence typiquement 10 à 20 jours après l'installation de la fièvre. Elle est très caractéristique au niveau du périnée et du siège, où elle peut faire de grands lambeaux. Les adénopathies sont moins constantes. L'intumescence ganglionnaire est parfois responsable d'un torticolis. L'adénomégalie est le moins fréquent des critères.
de l'Association américaine de circulation. Il faut lire la publication du groupe de Jane Burns à San Diego. L'adénomégalie, lorsqu'elle est prédominante, peut simuler une adénite à pyogène, lymph node first. Mais les adénopathies sont multiples au scan et associées à un édème rétropharyngé. Les enfants ayant cette forme clinique sont plus âgés, mais l'atteinte coronarienne n'est pas plus fréquente et la sensibilité aux immunoglobulines identique aux maladies de Kawasaki sans atteinte ganglionnaire prédominante. Ici est illustrée l'histoire d'une enfant de 4 ans prise en charge initialement en soins intensifs pour une déshydratation, des urines rares et foncées, une angine, un torticolis avec un diagnostic initial d'adénoflegmon et une prescription d'amoxicilline non efficace. Elle présentait une ascension importante de la CRP à 276, des transaminases à 5 fois la normale, une hyperbilirubinémie, des polynucléaires à 12 giga par litre, une protéinurie à 1 g par litre et une leucocyturie aseptique. Le diagnostic est redressé et les immunoglobulines sont remarquablement efficaces en quelques heures. L'érythème, l'induration ou l'ulcération au point d'inoculation du BCG est caractéristique et spécifique et concernerait un tiers des enfants au Japon et à Taïwan. Il est supposé lié à la réactivité croisée des lymphocytes activés pour des protéines des mycobactéries. Il est désormais retenu par la Société japonaise de cardiologie comme un nouveau critère de la maladie. Les arthralgies sont fréquentes, parfois de véritables arthrites, donnant le change pour une autre maladie inflammatoire telle qu'une maladie de Steele. Les problèmes neurologiques sont plus rares, et notamment les paralysies des paires crâniennes. Ici à gauche, une paralysie faciale gauche avec un signe de Charles-Bell, et à droite, un syndrome de Parinot avec ptosis et paralysie de l'élévation du regard. Des accidents vasculaires cérébraux artériels ont été rapportés dans la maladie de Kawasaki d'origine cardio-embolique par occlusion artérielle favorisée par l'hyperviscosité sanguine et le syndrome inflammatoire, voire l'injection d'immunoglobulines intraveineuses. Ces formes sont souvent associées à des maladies de Kawasaki graves compliquées, très systémiques. Ces accidents surviennent entre 10 et 60 jours après le début de l'affection. Les IRM illustrent ici une hémiplégie droite au réveil le lendemain de la perfusion d'immunoglobulines chez une enfant de 18 mois qui présentait une maladie de Kawasaki très sévère avec une atteinte neuroméningée et une thrombopénie. Les séquences objectives, un infarctus cérébral moyen gauche, superficiel et profond étendu, secondaire à une occlusion complète de la carotide interne gauche depuis la bifurcation interne-externe. L'échographie cardiaque était normale, la recherche d'une thrombophilie constitutionnelle négative. 1 an après, l'enfant garde une hémiplégie droite sévère et une hémianopsie latérale homonyme. La cause de l'occlusion artérielle reste indéterminée. On conclut plutôt à une thrombose sur artérite locale de maladie de Kawasaki, éventuellement favorisée par l'hyperviscosité sanguine. La maladie de Kawasaki s'inscrit dans la liste des étiologies des activations macrophagiques et partage des caractéristiques immunologiques et pathologiques avec ce syndrome, et notamment l'activation massive des lymphocytes T impliqués dans le recrutement et l'activation d'autres types cellulaires, en particulier les macrophages. Ce tableau immunohématologique doit être évoqué dans une maladie de Kawasaki qui présente une fièvre récalcitrante aux immunoglobulines, la persistance d'un syndrome inflammatoire marqué et des cytopénies inhabituelles dans le contexte et notamment une thrombopénie. Le diagnostic différentiel comporte la maladie de Steele, les autres formes d'activation déclenchées par une infection et notamment le virus d'Epstein-Barr et les formes génétiques en pédiatrie. Les investigations vont porter sur le dosage du fibrinogène,
la ferritine très élevée, les triglycérides, les enzymes hépatiques et la bilirubine, et surtout le frottis de moelle, qui montre une hémophagocytose médullaire. Une trentaine d'observations ont été rapportées à ce jour. Ici, 4 observations de notre centre, récemment rapportées dans les archives. Les patients qui présentent une activation macrophagique doivent être traités sans doute rapidement par corticothérapie par voie générale. L'inefficacité d'une telle approche en quelques jours doit faire considérer la cyclosporine, l'infliximab ou l'anakinra avec l'aide d'un expert. Les formes incomplètes sont rares, mais particulièrement trompeuses, car les critères exigés ne sont pas tous au complet. C'est la maladie de Kawasaki atypique, ou mieux dit incomplète, et d'autres manifestations égarent, arthralgie, hydrocholécystite, protéinurie, leucocyturie sans germe. L'atteinte coronarienne est à rechercher de principe par échographie, plus fréquente que dans les formes complètes, 43% versus 11% dans l'étude nationale récemment publiée par les Allemands en début d'année. Elle aura de plus valeur de critère majeur. La mortalité est élevée du fait de la méconnaissance du diagnostic ou de l'évolution péjorative de l'atteinte cardiaque par myocardiopathie ischémique. C'est dans ce groupe que le risque coronarien est le plus élevé et donc forme incomplète ne signifie pas forme atténuée. L'algorithme de l'association américaine, réactualisé récemment, est très utile pour faire le diagnostic de forme incomplète. En l'absence de gold standard pour le diagnostic, cet algorithme repose sur une opinion d'experts. Sa sensibilité reste insuffisante. L'algorithme associe 3 paramètres biologiques ou plus au syndrome inflammatoire, ou une dilatation coronarienne exprimée en Z-score, associée ou non à d'autres critères, en fonction de cette valeur du Z-score. 13 observations seulement à notre connaissance de morts inattendues de formes incomplètes ont été rapportées et le diagnostic n'avait été porté qu'une seule fois en antémortem. Voici 2 observations personnelles caractéristiques. Une enfant âgée de 6 mois est retrouvée inanimée dans son berceau, pâle, marbrée, hypothermique, aréactive. Les premiers soins délivrés n'ont pu éviter l'arrêt cardio-respiratoire irréversible. À l'autopsie, on retrouve un hémopéricarde très important engainant le cœur. Les artères coronaires étaient extrêmement flexueuses et dilatées. À la naissance de la coronaire gauche, à 3 ou 4 mm de l'ostium, juste en aval de l'abouchement de la circonflexe, existait un anévrisme très volumineux de diamètre de 5 mm, thrombosé et rompu sur 3 à 4 mm. Le décès était donc consécutif à une tamponnade aiguë, elle-même secondaire à une rupture de l'anévrisme coronarien gauche thrombosé. À l'interrogatoire, il s'avérait que 24 jours auparavant, l'enfant avait débuté une fièvre à 38,5, tout d'abord rapportée à une rhinopharyngite avec une otite catarrhale bilatérale, traitée par antibiothérapie et paracétamol. Au 5e jour d'évolution, l'antibiothérapie avait été modifiée en raison de la persistance de la fièvre et d'une éruption cutanée généralisée attribuée à une allergie médicamenteuse. Au 12e jour d'évolution, l'enfant restait geignarde, mais n'était plus fébrile. La situation semblait s'être normalisée depuis quelques jours quand le malaise fatal est survenu. Ici, un nourrisson de 7 mois trouvé en arrêt cardio-respiratoire chez la nourrice. Échec de la réanimation, épisode étiqueté syndrome grippal, diarrhée, toux et conjonctivite, environ 3 semaines auparavant, avec fatigue intense et pâleur ces derniers jours. La maladie de Kawasaki du grand enfant réalise une maladie inflammatoire multiviscérale avec atteinte pulmonaire et incompétence myocardique. C'est une forme très sévère qui nécessite l'administration d'amines vasopressives et une hospitalisation en soins intensifs. Le terme retenu pour ces formes inhabituelles est celui de Kawasaki shock. Le choc toxique streptococcique ou staphylococcique en est très proche sur le plan de la présentation clinique. L'histoire illustrée ici est très typique. Ce garçon de 13 ans présentait une myocardite, une péricardite et un syndrome inflammatoire très marqué.
L'enfant présentait une pancolite qui avait conduit initialement à une laparotomie blanche à la recherche d'un foyer appendiculaire. L'atteinte digestive est parfois très marquée dans la maladie de Kawasaki, donnant le change pour d'autres pathologies. Le choc cardiogénique et vasoplégique initial a nécessité 12 jours de réanimation. L'hyperémie conjonctivale est ici remplacée par un chémosis. L'enfant était réfractaire aux immunoglobulines et les bolus de Solumedrol ont montré un succès spectaculaire. L'enfant a desquamé aux extrémités vers jour plus 18 et ne garde, avec un recul important, aucune séquelle de cette affection. Ainsi, ces quelques observations illustrent le polymorphisme et la sémiologie très variée de la maladie de Kawasaki, au-delà des signes cardinaux classiques qui font de cette affection un diagnostic parfois redoutablement difficile pour le praticien. Les anomalies biologiques non spécifiques sont rappelées ici. Le diagnostic peut être réfuté si la vitesse de sédimentation et la CRP ainsi que les plaquettes restent dans des valeurs normales au-delà de la première semaine. La CRP se normalise plus rapidement que l'AVS avec extinction de l'inflammation. La vitesse de sédimentation est augmentée par les immunoglobulines intraveineuses et ne saurait être un marqueur de réponse. Une thrombopénie précoce doit faire rechercher un syndrome d'activation ou une coagulopathie de consommation. C'est un facteur de risque de développement des lésions coronaires. Mention spéciale pour l'atteinte rénale, qui est très classique dans la maladie de Kawasaki et qui traduit l'inflammation du parenchyme et notamment du tube rénal, avec urétrite, pyurie sans germe, protéinurie ou comme ici, hématurie macroscopique, qui est bien illustrée par le petit caillot que l'on voit près du prépuce. La kéylite et la glossite sont aussi bien visibles, mais cette hématurie a constitué un distracteur. On observe également des nécroses tubulaires aiguës dans un contexte de myocardite et de choc cardiogénique, de façon plus exceptionnelle un syndrome néphrotique, comme rapporté par l'expérience des enfants malades. L'hypothèse habituellement retenue est celle d'une agression du podocyte glomérulaire résultant d'un facteur circulant produit par les cellules T activées. L'identification de biomarqueurs urinaires est l'objet actuel de recherche et notamment les marqueurs de dommages endothélial et myocardiques. La filamine C et la méprine étaient élevées de façon discriminante dans le sérum et les urines d'enfants porteurs d'une maladie de Kawasaki, en particulier dans des formes incomplètes par rapport à un groupe d'enfants fébriles présentant des viroses. Les taux étaient également élevés dans le modèle souris de la maladie de Kawasaki, avec une expression intense de la méprine dans des lésions coronariennes de l'animal. Les anévrismes coronaires conditionnent le pronostic de la maladie et surviennent à la phase subaiguë entre le 10e et le 25e jour d'évolution. Ils doivent être recherchés par l'échographie cardiaque. L'électrocardiogramme recherche une myocardite, des troubles de conduction ou des troubles du rythme par atteinte inflammatoire du système conductif. Les anévrismes géants, c'est-à-dire ceux qui sont supérieurs à 8 mm, peuvent ne pas régresser contrairement aux anévrismes de petite et moyenne taille. Ils comportent alors un risque majeur de complications graves. En effet, la cicatrisation se fait avec apparition de sténose, en particulier au bout proximal et distal de l'anévrisme, avec risque d'ischémie et d'infarctus. La vasculopathie de la maladie de Kawasaki comporte 3 processus: l'artérite nécrosante, la vasculite subaiguë ou chronique, et la prolifération luminale myofibroblastique. L'artérite nécrosante à polynucléaire se complète en 2 semaines après le début de la fièvre et peut progressivement détruire la paroi artérielle jusqu'à l'adventice, entraînant alors la constitution de l'anévrisme. Le second processus est une vascularite subaiguë et chronique, faite d'une infiltration lymphocytaire, de cellules plasmocytaires, d'éosinophiles et de quelques macrophages.
Cette vascularite se perpétue possiblement pendant des mois ou des années chez quelques patients et est intimement liée au troisième processus qui est la prolifération myofibroblastique luminale et qui peut conduire à la sténose progressive artérielle. Cette prolifération est composée de myofibroblastes dérivés de la média de l'artère et de leur matrix. C'est un processus actif inflammatoire, évolutif pendant des années, conduisant à des sténoses. Les anévrismes de très grande taille, Z-score supérieur à 10, ne se remodèlent pas, ne régressent pas. Ils se thrombosent invariablement et se calcifient. Lorsque la média est préservée, le phénomène de prolifération myofibroblastique conduit à la sténose. Péricardite et myocardite résultent de l'inflammation chronique, souvent concentrée autour des coronaires. Est illustrée ici l'histoire d'un nourrisson de quelques mois qui présente une forme incomplète avec une ischémie des membres supérieurs, nécrose des extrémités, auto-amputation, myocardite et constitution d'anévrisme géant à la phase de convalescence pour laquelle elle reçoit aujourd'hui encore une anticoagulation à vie. L'atteinte coronaire, comment est-elle définie? L'aspect de coronaire trop bien vu à l'échographie est un critère subjectif qui n'a pas été validé dans une population contrôle d'enfants fébriles, mais c'est un paramètre à prendre en compte pour établir le diagnostic de forme atypique. Il faut savoir cependant qu'une demande myocardique en oxygène, telle qu'elle est observée au cours d'une maladie fébrile de l'enfant ou pendant l'exercice, entraîne une augmentation importante du flux coronaire et une dilatation de la partie distale des artères coronaires. Elle est observée, par exemple, dans les formes systémiques d'arthrite idiopathique juvénile et également dans la drépanocytose. Il existe des normes de référence de diamètre des vaisseaux coronaires en fonction de la surface corporelle, comme indiqué ici. Et on parle de dilatation coronaire lorsque le Z-score du diamètre interne de la coronaire droite ou de l'interventriculaire antérieur corrigé par la surface corporelle est supérieur à 2,5. Le Z-score est calculé de la façon suivante, c'est le diamètre observé moins le diamètre normal que divise la déviation standard de la valeur normale du diamètre. Pour le calcul en ligne, on consultera le lien inscrit ici à titre d'exemple. La HA recommande actuellement une dose unique de 2 grammes par kilo de poids corporel d'immunoglobuline intraveineuse, protocole qui paraît plus efficace pour la prévention des anomalies coronariennes et sur la durée du syndrome inflammatoire que l'administration historique de 400 mg par kilo et par jour, 5 jours de suite. La supériorité de ce schéma est peut-être liée au taux d'immunoglobuline rapidement atteint dans le sérum. Cet effet dose est rapide, en moins de 36 heures, sur la fièvre et les signes généraux. À ce traitement se rajoute la prescription d'aspirine à la dose de 80 à 100 mg par kilo pour réduire le syndrome inflammatoire. Une posologie plus faible et moins toxique d'aspirine de 30 à 50 mg par kilo et par jour est actuellement recommandée à Taïwan. L'utilisation des salicylés ne semble pas modifier le risque d'anomalie coronarienne. Le bénéfice des immunoglobulines à forte dose débuté au-delà du 10e jour est incertain, mais celui d'une administration très précoce avant le 5e jour n'est pas démontré. En pratique, les enfants doivent rester hospitalisés avec une surveillance échographique précoce tant que l'apyrexie n'est pas obtenue. Une fois la phase aiguë passée, après 72 heures d'apyrexie et normalisation des paramètres inflammatoires, les enfants doivent être traités par de l'aspirine à faible dose, 3 à 5 mg par kilo de poids et par jour, jusqu'à ce que l'échographie à plus 15 jours et celle réalisée à 6 à 8 semaines confirment la normalité de l'anomalie des coronaires. Pour réduire le risque théorique du syndrome de Reille, sans doute très faible à cette dose d'aspirine, il est prudent de vacciner les enfants contre la grippe lorsque ceux-ci doivent bénéficier de l'aspirine sur un temps prolongé. C'est le cas en particulier des enfants qui développent des anomalies coronariennes et l'aspirine à faible dose doit être prolongée
jusqu'à la normalisation complète des données échographiques et des paramètres biologiques. Des scores ont été développés, score de Kobayashi notamment, pour identifier les enfants à très haut risque de résistance à la première dose d'immunoglobuline, corrélée à un risque élevé de lésions coronariennes. Si ces scores ont une spécificité élevée pour les patients non japonais, la sensibilité est insuffisante, ce qui revient à dire qu'un score négatif ne permet pas de prédire réellement le risque de résistance aux immunoglobulines et pour l'instant aucun score n'est disponible hors Japon. La persistance d'une vitesse de sédimentation élevée, isolée, ne doit pas être considérée comme un marqueur de résistance. Malgré l'efficacité habituelle des immunoglobulines à forte dose précocement introduites, 5% vont constituer des anévrismes coronariens. Ces constatations ont fait envisager un traitement plus agressif au diagnostic et en particulier l'introduction des corticostéroïdes dans la première ligne de traitement. La très belle étude japonaise RAISE du Lancet comparant immunoglobulines plus stéroïdes à 2 mg/kg de prednisolone en intraveineux sur 5 jours chez les patients à score élevé versus immunoglobuline seule ont montré moins d'anévrisme coronarien dans le groupe traité par l'association corticoïde immunoglobuline. Un essai similaire a été conduit en Amérique du Nord, mais il n'y a pas eu de différence concernant les complications coronariennes, le nombre de jours d'hyperthermie, le nombre de jours d'hospitalisation et la nécessité de retraiter. Ces données ont motivé les Anglais à proposer un schéma pragmatique sur l'utilisation des stéroïdes en première intention en rappelant que le score de Kobayashi inférieur à 5 n'est pas prédictif d'une résistance aux immunoglobulines chez les patients caucasiens et qu'il n'y a pas de schéma de corticoïdes qui repose sur de l'évidence-based medicine. Il manque un score adapté en dehors du Japon pour tester la stratégie corticoïde RAISE. L'échec primaire du traitement, c'est-à-dire la persistance ou la recrudescence du syndrome fébrile au-delà de 36 heures, varie entre 10 et 20%. Les enfants sont alors à très haut risque de développer des anévrismes coronariens. La plupart des experts recommandent une seconde dose d'immunoglobuline. Les emboles de solumédrol peuvent être aussi proposés, relayés par une corticothérapie orale. Il existe de nombreux arguments pour bloquer la voie du TNF dans le Kawasaki. Les taux de TNF-alpha sont particulièrement élevés dans la phase aiguë. Les taux sont corrélés avec l'existence de lésions coronariennes. Des polymorphismes du gène sont impliqués dans des études de liaison. Et enfin, dans un modèle expérimental de maladie de Kawasaki induite chez la souris par injection intrapéritonéale de lactobacillus, les animaux invalidés pour le récepteur du TNF-alpha ne présentent pas de lésions coronariennes observées chez les animaux sauvages. L'efficacité de l'infliximab a été rapportée dans des études ouvertes nombreuses et des observations isolées. Une étude contrôlée, randomisée en double insu contre placebo, n'a cependant pas montré de différence en termes de résistance aux immunoglobulines avec l'utilisation de l'infliximab, sans doute par manque de puissance. C'est tout le problème de ces études interventionnelles dans les maladies rares pédiatriques. Cependant, des différences significatives en faveur de l'infliximab ont été observées pour les critères de jugement secondaires tels que la durée de la fièvre, la réduction des paramètres inflammatoires. L'observation la plus remarquable était une réduction significative de la dilatation de la coronaire gauche dans sa partie antérieure. Plusieurs études pilotes suggèrent de même l'efficacité de la cyclosporine pour le traitement des formes réfractaires. Un essai est en cours à cet égard au Japon. Des données expérimentales chez l'animal, illustrées ici par des invalidations du récepteur de l'interleukine 1 et de la caspase 1, et des observations anecdotiques de la littérature, suggèrent enfin le rôle vedette de l'interleukine 1 dans la physiopathologie. Une phase 1-2 du blocage de la voie IL1 est en cours avec l'anakinra sur la côte ouest aux USA, dont les résultats initiaux sont très prometteurs. La maladie de Kawasaki est-elle une maladie infectieuse
Il y a plus de questions que de réponses. Des observations très controversées ont impliqué des toxines staphylococciques dans la physiopathogénie de la maladie de Kawasaki. Il existe une certaine similitude clinique entre les scarlatines staphylococciques ou streptococciques et la maladie de Kawasaki. Par ailleurs, Anne Rowley a mis en évidence dans des tissus nécropsiques, reins, poumons, pancréas, ce qui est inhabituel, un infiltrat plasmocytaire à IgA, ce profil immunitaire très particulier est compatible avec une réponse immunitaire adaptative à un pathogène intracellulaire tel qu'un virus pénétrant dans une muqueuse présentée conventionnellement, du matériel protéique et nucléique dans le cytoplasme des cellules ciliées bronchiques et dans celui des macrophages résidents a pu être mise en évidence de façon extrêmement élégante par les mêmes auteurs, mais l'identification précise de ce virus, entre guillemets, n'a pas encore été réalisée. Un déterminisme génétique est suspecté depuis longtemps. Risque élevé pour les fratries, études de concordance des jumeaux monozygotes, une susceptibilité à développer une maladie de Kawasaki, le devenir de la maladie, notamment la formation des anévrismes et la réponse aux immunoglobulines, sont influencés par des variants d'une seule base, les SNPs, dans différents gènes et les différents pathways de signalisation, notamment IP3 kinase C, CD40, TGF-bêta. Ces polymorphismes varient en fonction des populations étudiées. L'élucidation de ces différents variants constitue le rationnel pour certains essais cliniques, comme la cyclosporine pour bloquer la voie NFAT et les essais de statine pour bloquer le pathway de TGF-bêta, impliqué dans la prolifération myofibroblastique et la sécrétion de métalloprotéinases. Mais ces polymorphismes fréquents confèrent un risque faible et n'éclairent en rien la physiopathologie de la maladie. La prise en charge initiale et à court terme, le rythme des consultations spécialisées sont synthétisés dans les deux tableaux qui suivent, proposés par le centre de référence de Necker Enfants Malades. Il y a aujourd'hui un certain nombre de données qui suggèrent que malgré une guérison apparente, des lésions cardiovasculaires peuvent persister jusqu'à la vie adulte, avec notamment une anomalie de la fonction endothéliale dans les artères périphériques et dans les artères coronaires, avec un épaississement de la média, de la carotide et une perte de l'élasticité artérielle, cicatrice de l'agression inflammatoire passée. Une étude réalisée chez 20 adolescents présentant des anévrismes coronariens dans les suites d'une maladie de Kawasaki a bien montré une altération de l'épaisseur et de la distensibilité des artères carotides par rapport à un groupe contrôle. Ces anomalies pourraient constituer un facteur de risque pour l'athérosclérose accélérée secondaire. Les experts de la maladie de Kawasaki insistent aujourd'hui sur le mode de révélation brutale des séquelles de maladies de Kawasaki qui surviennent chez des jeunes adultes présentant un infarctus du myocarde ou une mort subite sans facteur de risque. Les anévrismes peuvent rester silencieux ainsi pendant de longues années et se compliquer alors par un accident aigu d'infarctus du myocarde à la 3e ou la 4e décade. Les données qui sont illustrées ici, très pratiques, sont utiles pour le non-spécialiste et dérivent des recommandations actuelles de l'AHA. En guise de conclusion, le syndrome de Kawasaki est une vascularite aiguë qui survient à tout âge chez l'enfant. Le diagnostic est parfois très difficile dans les formes incomplètes ou atypiques, en particulier chez le nourrisson de moins de 1 an. Ce groupe d'enfants est à très haut risque de développer des anévrismes coronariens. L'administration d'immunoglobulines polyvalentes constitue la pierre angulaire du traitement et sa précocité avant 10 jours d'évolution réduit le risque de complications coronariennes. La persistance ou la rechute de la fièvre indique la persistance de l'inflammation vasculaire et malgré l'absence d'études contrôlées justifie pour la plupart une seconde perfusion d'immunoglobulines ou des assauts de corticoïdes à forte dose. La place des autres immunomodulateurs reste à préciser et notamment celle de l'infliximab ou de l'anakinra, molécule prometteuse. Une meilleure connaissance de la physiopathogénie de cette affection qui garde encore tous ses secrets depuis une description qui remonte à plus de 50 ans, permet de proposer des thérapeutiques plus ciblées
et d'accéder sans doute à la description de tests biologiques diagnostiques qui font défaut actuellement. Le suivi cardiologique en cas de mutilation coronarienne, de sténose, d'anévrisme, de dysfonction VG doit être réalisé par des centres experts de cardiologie pédiatrique, puis par les cardiologues adultes, plus récemment familiarisés avec cette vascularite de l'enfant.